والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un canular sème la panique au collège protestant français dans le quartier de Khor Haytham à Beyrouth. La cible, l'ambassade d'Arabie Saoudite qui se situe à proximité de l'établissement scolaire. L'ambassadeur des États-Unis a rencontré ce jeudi le chef du gouvernement sortant Najib Mikati et le Premier ministre désigné Tamam Salam. David Hale souligne la nécessité de respecter la déclaration de Maabda. L'Iran et la Turquie appellent à une trêve en Syrie avant la conférence de paix de Genève 2. Et à suivre également dans ce journal, l'Iran honore un engagement pris dans un accord sur le nucléaire iranien mi-novembre et invite l'AIEA à visiter la site de production d'Arak le 8 décembre prochain. Les mesures de sécurité ont été renforcées ce jeudi autour de l'ambassade d'Arabie Saoudite dans le quartier de Khor Haytham à Beyrouth après des menaces d'attentats. La direction du collège protestant français qui se situe à proximité de l'établissement scolaire a reçu un appel téléphonique anonyme demandant l'évacuation de l'école avant une attaque contre la chancellerie saoudienne. La direction du collège a démenti avoir évacué les élèves et le corps enseignant. Selon des sources sécuritaires, il s'agissait d'un canular. Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah est à Beyrouth. Il s'est entretenu ce matin avec son homologue libanais Najib Mikati au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth. Le responsable palestinien a salué les efforts déployés par les autorités libanaises et leur hospitalité dans l'accueil des réfugiés palestiniens au Liban. Hamdallah a par ailleurs redit l'attachement de la direction palestinienne à la stabilité et la sécurité du Liban. Mikati a pour sa part souligné la nécessité de préserver la stabilité du Liban et a rejeté tout débordement sécuritaire dans les camps, des camps qui, selon le Premier ministre palestinien, demeurent sous la tutelle de l'État libanais. L'ambassadeur des États-Unis au Liban, David Hale, s'est entretenu avec Najib Mikati et le Premier ministre désigné, Tamam Salam. 2 entretiens séparés au cours desquels les responsables ont fait un tour d'horizon des derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête la crise syrienne et ses répercussions au Liban, ainsi que l'accord sur le nucléaire iranien. Le diplomate américain a souligné la nécessité de respecter la déclaration de Maabda qui stipule entre autres la distanciation du Liban vis-à-vis de la crise syrienne. Et le forum de Beyrouth a été la proie des flammes ce matin. 2 pompiers ont été blessés alors qu'ils luttaient pour venir à bout de l'incendie. Le sinistre serait dû à un court-circuit dans la salle des équipements. Le feu s'est rapidement propagé à plusieurs parties du complexe de 10 000 m². Les pompiers ont cependant réussi à limiter les dégâts dans ce centre polyvalent qui accueille notamment expositions et concerts. Un neveu d'un ministre libanais du Hezbollah, Hussein Hassan, a été tué en Syrie. Ali Reda Fouad Hassan, 22 ans, a péri avec 3 autres combattants du mouvement chiite à Kalamoun, au nord de Damas, près de la frontière libanaise. L'armée syrienne, appuyée par le Hezbollah et des miliciens chiites irakiens, a fait un grand pas dans la conquête de cette région clé par où passaient jusqu'à présent armes et munitions destinées aux rebelles. L'Iran et la Turquie appellent à une trêve en Syrie avant la conférence de paix de Genève 2. Un appel qui ne semble pas être entendu sur le terrain pour le moment, où les combats, je vous disais, continuent de faire rage. Depuis l'annonce par l'ONU de la date des négociations le 22 janvier prochain, les affrontements entre rebelles et forces loyalistes ont redoublé de violence. Un reportage signé Noura El. Autrefois opposés sur le dossier syrien, l'Iran et la Turquie font aujourd'hui front commun et appellent à un cessez-le-feu avant le 22 janvier, date de la conférence de paix à Genève. Un appel lancé depuis Téhéran par les chefs de la diplomatie turque et iranienne. Tous nos efforts devraient porter sur la façon de mettre fin à ce conflit et parvenir à un cessez-le-feu, si possible avant même Genève 2. La crise actuelle en Syrie n'a pas de solution militaire, elle peut seulement être résolue à la table des négociations. Toutes les parties doivent comprendre que c'est la seule solution finale.
Mais pour la coalition nationale syrienne, pas question que l'Iran participe aux négociations sans condition. L'Iran participe activement au meurtre du peuple syrien et s'ils veulent venir à Genève, ils doivent retirer leurs forces, les troupes du Hezbollah et les combattants extrémistes venus d'Irak. Ensuite, ils pourront dire qu'ils ont fait tout leur possible. Objectif de cette conférence de paix, mettre un terme à la guerre qui sévit depuis près de 3 ans, préparer une transition politique et reconstruire le pays. Mais l'annonce par l'ONU de la date de Genève 2 ne semble pas être entendue sur le terrain pour le moment. Conséquence, les rebelles ont intensifié leurs combats dans certaines régions. Ils espèrent ainsi progresser le plus possible pour arriver en position de force aux négociations. Les affrontements les plus violents de ce jeudi se déroulent aux environs de la cité de Deir Atiyah, dans la région de Kalamoun, cité que les combattants ont prise à l'armée la semaine dernière. Mais l'étau commence à se resserrer autour des rebelles. Les soldats du régime, appuyés par des miliciens du Hezbollah et d'Irak, tentent de reprendre le contrôle de la ville pour sécuriser la route Damas-Homs. Autre front, le secteur de Majid Sultan dans la Ghouta orientale. Les insurgés tentent de briser le siège imposé par l'armée depuis 1 an dans cette zone à l'est de la capitale syrienne. Et puis plus au nord à Raqqa, au moins 6 personnes ont été tuées et une trentaine blessées par un missile lancé cette nuit de la province de Damas. Raqqa est l'unique capitale provinciale tombée aux mains des rebelles depuis le début du conflit. Elle est actuellement contrôlée par les djihadistes de l'État islamique d'Irak et du Levant. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Manifestation en Égypte pour réclamer la libération de 14 partisanes du président islamiste Mohamed Morsi. Retour sur le plateau de l'info, manifestation en Égypte pour réclamer la libération de 14 partisanes du président islamiste Mohamed Morsi. 14 femmes condamnées hier à 11 ans de prison. Le tribunal d'Alexandrie, qui les a présentées comme des membres des Frères musulmans, les a condamnées pour appartenance à une organisation terroriste. 6 hommes présentés comme des dirigeants du mouvement ont écopé de 15 années pour avoir incité ces femmes à commettre des violences. Je vous le disais en titre, l'Iran honore un engagement pris dans un accord sur le nucléaire mi-novembre et invite l'AIEA à visiter le centre de production d'Arak le 8 décembre prochain. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas eu accès à ce site depuis août 2011. Le réacteur à eau lourde d'Arak est au cœur des préoccupations des grandes puissances. Il offrirait en effet à l'Iran la possibilité d'extraire du plutonium, une alternative à l'uranium enrichi, donc pour construire la bombe atomique. Maintenant, en France, les chiffres du chômage pour le mois d'octobre seront connus en fin d'après-midi ce jeudi. Nouvelle hausse ou baisse amorcée. François Hollande continue de marteler que la courbe s'inversera comme prévu dans son calendrier. Pour autant, le président français laisse entendre que la bataille contre le chômage prendra le temps qu'il faudra. Fin de citation. Hollande, en déplacement à Aubervilliers, au nord-est de Paris, s'est exprimé sur cette reprise de l'emploi tant attendue des Français. C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage. Ça sera une bataille, c'est une bataille que nous avons engagée. Elle se fera mois par mois, elle s'est faite mois par mois, et nous devons y travailler sans cesse, et ça prendra tout le temps qui est nécessaire, ce mois-ci, comme les autres mois, mais ce qui compte, c'est cette tendance que nous devons maintenant imposer, c'est que le chômage doit cesser d'augmenter. Cela fait des semaines qu'il suscite un débat passionné en France. Le projet de loi visant à renforcer la lutte contre la prostitution arrive ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment de faire payer aux clients de prostituées une amende de 1 500 €. Sans le client, il n'y a pas de mafia de la prostitution, il n'y a pas de mafia de la traite des êtres humains. C'est ça le combat. C'est pas je cherche un coupable et je l'ai trouvé, c'est le client qu'on va stigmatiser. Il n'y a aucune intention de stigmatiser qui que ce soit. Il y a un objectif, un seul.
faire régresser la prostitution dans notre pays, parce que la prostitution, c'est la domination par l'argent d'un être sur un autre, et c'est de surcroît, depuis de nombreuses années, de manière aggravée, la manifestation scandaleuse de la traite des êtres humains. Même si on se concentre sur la question de ces personnes qui sont en esclavage, est-ce que le fait de sanctionner les clients va résoudre leurs problèmes? Non, puisque ça risque de les mettre encore plus dans la clandestinité, les mettre encore plus à la merci de clients potentiels. Elles risquent de se retrouver plus sur Internet et donc de ne pas pouvoir jauger à qui elles ont affaire. Donc on voit bien que cette loi, cette mesure ne résout rien. On est pute, on est fiers, Belkacem, c'est la guerre. On est pute, on est fiers, Belkacem, c'est la guerre. Belkacem, c'est la guerre. On est pute, on est... Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Ukraine, les partisans d'un rapprochement avec l'UE redoublent d'efforts. La contestation est vive à Kiev, la capitale, depuis que le président Yanukovych a décidé de ne pas signer un accord de partenariat avec l'UE. Plusieurs milliers d'étudiants ont passé la nuit sur la place de l'Indépendance. Un nouveau rassemblement est prévu ce soir. Demain, les manifestants vont organiser une chaîne humaine géante entre Kiev et la frontière avec la Pologne. Et on manifeste toujours à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Dans les rues, ces manifestants crient leur opposition à une loi d'amnistie bénéficiant à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, frère de l'actuel chef de gouvernement. Chassé du pouvoir en 2006 après un scandale de corruption, il vit depuis 5 ans en exil. En Centrafrique, la situation sécuritaire reste toujours précaire dans la ville de Bossangoa. L'évêché de la ville, qui accueille déjà plus de 40 000 personnes, continue d'enregistrer une quarantaine de nouveaux venus chaque jour. Le général Babacar Gaye, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, parle d'une situation sécuritaire très grave avec risque d'explosion d'un conflit interreligieux. Un drame au Brésil, 2 ouvriers sont morts dans un accident au stade de Sao Paulo et un 3e a été blessé. Selon un porte-parole de la police, une grue est tombée sur les travaux. La FIFA a exprimé sa grande tristesse. L'accident s'est produit alors que la grue s'apprêtait à mettre en place une partie du toit du stade qui accueillera le match d'ouverture de la Coupe du Monde de football le 12 juin prochain. Le parquet de Sao Paulo a ouvert une enquête. 9 mètres de hauteur sur 30 mètres de longueur, c'était la dimension d'une gigantesque malle Vuitton installée sur la place Rouge au cœur de Moscou. Des parlementaires et des représentants de la société civile ont clamé leur indignation et le Kremlin a fini par ordonner son démontage. Cette malle que vous voyez devait abriter à partir du 2 décembre une exposition de malles de Louis Vuitton dont les bénéfices devaient être reversés à la Fondation en faveur des enfants handicapés du mannequin Natalia Vodianova. Et sur la place Rouge, c'est une patinoire donc qui va remplacer cette gigantesque malle. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Un canular sème la panique au collège protestant français dans le quartier de Koraitem à Beyrouth. La cible, l'ambassade d'Arabie Saoudite qui se situe à proximité de l'établissement scolaire. L'ambassadeur des États-Unis a rencontré ce jeudi le chef du gouvernement sortant Najib Mikati et le Premier ministre désigné Tamam Salam. David Hale souligne la nécessité de respecter la déclaration de Barabda. L'Iran et la Turquie appellent à une trêve en Syrie avant la conférence de paix de Genève 2. Et l'Iran honore un engagement pris dans un accord sur le nucléaire iranien à la mi-novembre et invite l'AIEA à visiter le site de production d'Arak le 8 décembre prochain. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne. الانسحاب فورا من الصراع الدائري في سوريا